Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler de la psychologie de l'humour. On va voir certaines visions sur le plan clinique. Je vais vous parler rapidement d'un aperçu de recherche, mais ce que je vais viser principalement, c'est vous équiper d'une certaine base de réflexion sur la manière d'appréhender le concept de l'humour, qui n'est pas toujours drôle. Donc, avant d'entrer au cœur du sujet, je vous rappelle que le défi Psychoctober, ce sont des capsules vidéo, donc qui ont une portée éducative. L'éducation psychologique, ça ne remplace pas une psychothérapie et je vais faire de la vulgarisation scientifique et clinique, donc c'est une portée générale. Si au cours du visionnement de la vidéo, ça ne s'applique pas à vous directement, c'est fort possible parce que je vais faire des grandes généralités. Mais si vous voulez aller un pas plus loin, vous pouvez me poser des questions avec mon programme Questions confidentielles. Le lien se trouve sur ma page web, je vais le mettre en description. Et également, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire. Toutes mes coordonnées sont écrites sur mon site web. Donc, maintenant que la mise en place est faite, on va entrer dans le concept de psychologie de l'humour. C'est quelque chose que j'aborde quand même assez souvent en clinique parce que les gens ont l'humour facile, les gens font des blagues, on voit des blagues sur les réseaux sociaux, on se fait des blagues entre nous. Est-ce que ça a la même portée pour tout le monde? Eh bien, moi, je ne crois pas. Pour aborder le thème de l'humour, je pense que c'est bien d'utiliser un parallèle avec les connaissances qu'on a sur les croyances. Parce que dans les deux cas, autant dans l'humour que les croyances, il faut partager certains codes intuitifs d'une communauté ou d'une sous-communauté pour pouvoir s'identifier ou se relier, pour pouvoir rire ensemble. Il y a le rire ensemble nerveux, là, puis la fonction d'imitation qu'on fait juste rire parce que les autres rient autour. Et là, un observateur externe pourrait dire les gens riaient dans la salle, tout va bien. Mais le rire peut être porteur de différents messages. On va y revenir un petit peu plus tard. De manière plus légère, par contre, on pourrait dire l'humour, ça a été étudié, ça, en psychologie. Hein? Puis je vais vous en faire un bref, vraiment bref et clair résumé. Je vais vous mettre une référence en description également. Comme quoi que l'humour serait un facteur de résilience ou à tout le moins de modération qui permet d'amplifier le bien-être des individus. Ça pourrait également être, selon certaines recherches, un signe de force, d'intelligence et de maturité émotionnelle. Parce que celui qui maîtrise l'humour est un maître de contexte, donc une preuve d'aisance à gérer des ressources, d'abondance, donc un facteur d'attirance même. Avez-vous déjà entendu parler de ça, d'une personne qui dit moi je trouve ça attirant, une personne qui fait rire? Une expression qui dit personne qui rit, personne à moitié dans son lit. Donc, d'une certaine manière, l'humour fait ouvrir des portes si elle est faite de manière habile et complice, si on rit ensemble. Mais dans l'humour social, parce que c'est rare qu'on va rire tout seul, bien que ça vous arrive, vous, à la maison, de rire tout seul? Oui, moi aussi. Moi aussi. Mais c'est quand même plus fréquent lorsque je suis avec des gens. Donc là, je vais vous présenter trois sortes de rire et d'humour. La première sorte, ce serait rire avec. Donc, on rit ensemble. On pourrait dire que c'est une forme de collaboration dans laquelle on va partager quelque chose, on va soigner notre tissu relationnel en étant bien, on rit avec. Deuxième forme d'humour, c'est rire de. Ah, là, on sent qu'il y a comme une espèce d'objectivation de l'objet de l'humour. Il y a une mise à distance, il y a une forme de désengagement. Comme, mettons, je ris de ça. Ça, cet objet-là, cette situation-là. Et la troisième forme de rire ou d'humour que j'aimerais vous présenter, c'est le rire contre la personne. Donc, c'est une antagonisation. Donc, vous sentez le côté rabaissant ou mépris qui est associé avec le rire contre. Puis là, on va questionner des personnes qui auraient manifesté chacun des trois sortes de rires, puis vont dire ben quoi, c'est juste drôle. Est-ce vraiment juste drôle? Ou il y a des différences fondamentales dans ces trois formes d'humour-là? Si il est possible de réparer un tissu social et de prendre une distance objective sur l'humour,
ben, la nature vexatoire n'est pas très loin. Puis un petit peu comme les croyances, le chemin que je faisais tout à l'heure, si on peut vexer une personne en banalisant ses croyances, en ridiculisant ses croyances, ben, on peut vexer une personne en faisant une blague sur un thème qui lui est cher. Moi-même, il y a plusieurs années, j'ai essayé de faire des petites vidéos, capsules humoristiques qui se voulaient drôles. Mais étant donné que je m'adresse à un public très large et que je ne sais pas c'est qui allait être l'auditoire de mes capsules vidéo, ben, il y a certaines personnes qui ont été vexées par une posture que je trouvais moi très drôle, puis qui ont fait des plaintes à l'Ordre des psychologues du Québec. Donc là, l'Ordre des psychologues, le syndic, m'ont contacté, puis ont essayé de vérifier avec moi, mais la vidéo, je l'avais déjà retirée quand le syndic m'a contacté. Donc, ça n'est pas allé en conseil de discipline. Je n'ai pas eu de sanction. Mais n'en reste pas moins que il a fallu que je régule ma pratique là-dessus parce que le point avancé par le syndic, c'est Docteur Simard, vous ne savez pas à qui s'adressent vos messages sur le public, donc ce serait bien que vous soyez plus prudent dans votre manière de faire la forme. Puis j'ai trouvé que ça avait beaucoup de bon sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent dans la manière de l'avancer. On peut tomber sans le vouloir sur, on va dire, un basculement un désir de rire avec ou rire de à une personne qui va le prendre contre elle parce que ça touche ses blessures. Puis moi, je voudrais vraiment, en tant que psychologue, protéger les gens. Puis il y a toutes les fois que je fais une déclaration dans les médias où j'ai un ton rieur, j'aime bien ça, rebondir, puis rire. Mais maintenant, je suis extrêmement prudent lorsqu'il est question d'humour. Puis je m'assure d'utiliser la forme protectrice, c'est-à-dire rire avec. Ça prend un lien de confiance pour pouvoir rire avec. Sinon, vous avez peut-être déjà vu dans les médias des sagas d'humour vexatoire qui vont très loin. Hein? Humour qui humilie quelqu'un, humour qui harcèle quelqu'un, humour qui devient de la violence. Mais quoi, c'est juste drôle. C'est pas juste drôle. Le véhicule de la tension émotionnelle, autant qu'elle peut alléger quelque chose, qu'elle peut faire mal. Et c'est sur ce point-là, moi, que je le récupère en psychothérapie lorsque les gens utilisent l'humour ou je vois que les patients font des blagues. Je suis souvent attentif au renversement que la personne essaie de faire à travers l'humour. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui est très, très, très dépressive, qui peut même souffrir d'un trouble dépressif majeur, puis qui va utiliser un humour sarcastique. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais donc, le renversement de l'angoisse nous donne souvent un spectacle qui nous informe, si on n'est pas dupe seulement du spectacle, de l'angoisse qui est en dessous. Tout comme l'humour noir, tu sais, ça joue dur, ça, l'humour noir, là. Ça grince des dents, là. Bon, ben, ne serait-ce pas possiblement une hypothèse de renversement de sadisme? On joue avec des cordes sensibles et le renversement qu'on en fait n'est pas anodin. Moi, j'ai un humour préféré, c'est l'humour absurde. Plus que c'est pété, plus que je trouve ça drôle. Qu'est-ce que ça veut dire de mes propres angoisses alors? Ben, ça veut peut-être dire que moi, les limitations de la réalité, ça me fait chier. Donc, quand je fais face à un obstacle, ça me frustre. Puis quand je vois de l'humour absurde, ben, je trouve ça extrêmement drôle. C'est quoi un exemple d'humour absurde? Mettons Chicken Swell, les pieds dans la marge. Plus que c'est absurde scénarisé, puis que tu l'écoutes, tu te dis, ça se peut pas, ça se peut pas. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très drôle. Mais ça parle de mon angoisse que je renverse. À ce point-ci de la vidéo, là, vous, en avez-vous une sorte d'humour qui vous rejoint particulièrement? Et est-ce qu'il y a une sorte d'humour qui vous fait froid dans le dos, là, qui vous dit non, moi non, et non, moi j'irai pas là. Je serais bien curieux de voir ça en commentaire parce qu'il est probable que vous allez rejoindre d'autres personnes qui sont eux aussi dans la même condition que vous. L'humour, ce n'est pas toujours drôle. Moi, j'en ai entendu parler lorsque je travaillais avec des gens qui vivaient dans des communautés autochtones éloignées dans le nord, des gens qui
qui avaient subi des violences terribles et qui s'étaient même fait frapper lorsqu'ils étaient jeunes parce qu'ils pleuraient, parce qu'ils avaient vécu une nuit d'horreur, ils s'étaient fait battre, il y avait eu de l'abus. Puis là, le lendemain, au retour à la maison, en pleurant pour avoir du soutien du parent, le parent donnait une claque sur la gueule à son enfant en disant « Ici, on rit, on parle pas de ces affaires-là, on rit ensemble. Si on rit ensemble, tout va bien aller. » Donc là, c'est juste le fait de vous raconter de manière générale ce genre de trauma-là qui ont affecté des cultures entières. On sent très bien que l'utilisation de l'humour servait d'une espèce d'élixir contre un trauma qui était peut-être culturel, intergénérationnel. Parce que c'était pas on rit parce que c'est drôle. C'est on rit pour essayer de soulager la misère humaine, la souffrance, la détresse. Puis il peut arriver parfois que c'est des personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont été profondément traumatisées et qui ont été forcées de rire, vont rire en racontant leur trauma. Puis là, on sent que c'est pas bien ajusté, là. Et là, on voit que c'est une sorte de rire nerveux. C'est une manifestation automatique, les nerfs qui s'activent. Mais on sent que ce n'est pas chaleureux, complice. C'est une blessure renversée. Y aviez-vous déjà pensé que votre type d'humour préféré renvoie peut-être à un renversement de vos angoisses personnelles? Mais j'ai jamais discuté avec les gens de l'école de l'humour, par contre, à ce sujet-là. J'ai juste lu quelques recherches scientifiques et j'ai eu quelques expériences professionnelles en psychothérapie avec les gens par rapport à l'humour. Mais ça me semble très connecté avec les phénomènes de croyance, les luttes intérieures, les mouvements, le transfert d'humour. Ce n'est pas toujours drôle en lui-même. J'avais pris quelques notes. J'avais également, il y a quelques années, pris connaissance des groupes de rigolothérapie dans lesquels les gens se rassemblent ensemble et là, l'animateur va commencer à faire un rire. Puis là, il y a une autre personne qui va se mettre à rire aussi en répondant à ça. Peut-être un petit rire malade. Puis là, l'autre qui trouve ça drôle, la manière que l'autre rit. Puis là, tout le monde se met à rire. C'est la fonction d'imitation. La contagion sociale. Donc là, dans le groupe de rigolothérapie, tout le monde riait. Puis là, tout le monde vit un bon moment, un 15 à 45 minutes de rire intense. Là. Et là, les animateurs se disaient à la fin que c'était super. C'est super, tout le monde en rit. Mais en réalité, il y a des gens qui, lorsqu'on bouscule leur équilibre émotionnel, puis qu'on force par la contagion sociale à rire beaucoup comme ça en public, là, ils repartent après, là, sont tous à l'envers. Mais ça, les intervenants ne le voient pas toujours. Et moi, ça m'arrive dans mon bureau de consultation que j'envoie des feedbacks de après-rigolothérapie. Des personnes qui avaient des traumas intérieurs, des blessures affectives, puis qui se sont sentis forcés par la pression du groupe à rire, puis là, ils n'arrivaient pas à le dire, qu'ils n'étaient pas bien, ni à partir. Donc, démolis de l'intérieur parce qu'ils ne voulaient pas montrer qu'ils étaient mal à l'aise. Peut-être que ça vous est déjà arrivé à vous aussi dans une salle de spectacle de constater que il y avait des gens qui se moquaient des autres, donc un humour contre des individus qui humiliaient certaines personnes. Il y a certains stand-up d'ailleurs américains, là, quand je vois passer des extraits parfois sur TikTok, je trouve que c'est très, très, très méprisant. Puis probablement que c'est une plateforme où c'est des lieux dans lesquels ils sont peut-être habitués d'avoir de l'humour, ils veulent peut-être varier les styles d'humour, peut-être que c'est voulu des soirées thématiques plus acerbes, plus mordantes que d'autres, parce qu'il n'y a pas que l'humour délicat. Mais moi, ça me rentre dedans quand je vois ça. Là. Je me dis, ah, pourquoi humilier une personne dans le public parce que vous trouvez ça drôle ou parce que vous voulez faire votre show? Mais je comprends qu'il y a différentes réalités. En même temps, il faut prendre sa place sur le stage, gérer la foule, mais de là à faire de l'humiliation d'une personne, je trouve ça terrible. C'est peut-être parce que moi, je suis aux premières places, au premier banc pour voir des personnes après ça s'ouvrir en psychothérapie sur leurs blessures intérieures, puis je vois à quel point que ça l'a blessé.
Je me souviens également, moi, plus jeune, lorsque j'ai eu des moqueries qui ont été faites contre moi, comment que ça fait mal intérieurement. Puis, j'aborde pas le thème de l'humour d'une manière, tu sais, seulement c'est fun. C'est juste une blague. On n'a qu'à penser à des émissions grand public que beaucoup de monde parle, qui ont invité il y a quelques années certaines personnes qui étaient très fragiles émotionnellement, et à force de se moquer de la personne et de faire des blagues sur les conditions de vie de la personne ou de ses activités professionnelles un peu marginales, ben, ont tellement fragilisé la personne que ça a peut-être été la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui a conduit la personne malheureusement au suicide. Puis là, on pourrait dire aux gens qui géraient le plateau, ben c'était juste des jokes. Mais non, c'était pas juste des jokes. C'était des petits coups de couteau dans une personne déjà fragilisée. Puis l'humiliation publique, c'est vraiment, vraiment profond ce que ça fait comme impact. Tout ce qui est rapport en fait avec la place publique, le bannissement social, la cancel culture, le fait de fustiger sur la place publique des individus, puis de les salir, puis de les attaquer, c'est extrêmement destructeur. Puis là, il y a des gens qui vont banaliser l'acte en disant, ben, tu sais, c'est la contrepartie normale d'avoir le désir de monter sur le scène. Là, si tu veux monter sur la scène pour avoir les applaudissements, ça se peut que tu ailles les pots aussi puis les critiques. Fait qu'assume. Moi, je trouve que c'est un peu antagoniste comme position. C'est oublier qu'on est tous sensibles. J'ai un dicton, moi, là-dessus, que j'aime à rappeler en thérapie, qui dit que si vous percevez plus la souffrance des gens devant vous, c'est que vous êtes envahi par la vôtre. Donc, je me questionne vraiment, moi, lorsque je vois des humoristes rire de ou rire contre, rabaisser, mépriser certaines personnes à répétition, que ça devient du harcèlement, ne serait-ce pas un aveuglement intérieur? Parce que c'est pas juste drôle. Je pense pas par contre que c'est illégal de faire ça. Parce que notre législation n'est pas claire sur la limite exacte entre le harcèlement, la répétition, l'intimidation, la moquerie, la liberté d'expression. Donc c'est très flou. Et je ne suis pas un légiste, je suis un psychologue. Mais lorsque je regarde l'exercice de ma liberté d'expression citoyenne, je me dis que ben moi, je voudrais faire attention aux autres autour de moi. Fait que je reste sensible, même lorsque j'enlève ma cape de psychologue, je reste un être humain sensible. C'est pas distribué égal partout. Il y a des gens qui profitent d'opportunités d'affaires peut-être pour rire d'eux. Il y a des moqueries qui, culturellement, passaient il y a quelques décennies, qui ne passeraient plus aujourd'hui. C'est pour ça que quand on examine des vieilles capsules humoristiques d'il y a plusieurs décennies, aujourd'hui, on peut écouter ça avec un peu de... Ça grince, là. C'est un peu le même genre de mécanisme de grincement culturel qui est présent dans les confrontations de culture ou d'évolution culturelle dans le temps. Puis on n'a qu'à penser au désir de censure avec les nouveaux films là, qui vont sortir, là, comme mettons Blanche-Neige, qui a eu de la censure au niveau des personnages fantastiques des nains. Et ensuite, il y a eu une censure au niveau de la scène de baiser du prince charmant sur la princesse. Il y a eu... Donc, culturellement, on change, on évolue. On va essayer culturellement d'aller vers le mieux. Mais c'est imparfait. Et doit-on canceller les anciennes cultures ou plutôt s'assurer qu'on célèbre adéquatement les rencontres ici et maintenant? Sachant que, même si je trouve ça adéquat maintenant, peut-être que dans 20 ans, ça va être vraiment mal vu, ce genre d'humour-là. Peut-être. Humour social veut dire humour culturel. Y a-t-il un humour universel? Ben, d'une certaine manière, oui. Le rire nerveux, je pense que c'est universel. Parce que ça appartient à la biologie. Un peu comme les pleurs, on peut pleurer pour n'importe quelle émotion, voire même pleurer quand on est tendu et qu'on n'a pas d'émotion. Un instant, je ferme, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ben, on peut également rire pour toutes sortes de situations, même quand c'est pas drôle. Il y a des gens qui rient devant un drame. Il y a des gens qui rient devant une tragédie. Il y a des gens qui rient devant la perte, devant la dérision,
devant, peut-être que moi, si vous me verriez rire devant un clip des Chicken Swell, peut-être vous me trouveriez vraiment bizarre. Mais moi, ça changerait, je trouve ça vraiment drôle. Mais est-ce que ça porte ombrage à quelqu'un? Est-ce que ça nuit? Est-ce que c'est contre quelqu'un? Donc c'est là, moi, que j'aimerais vous amener la fine ligne entre l'empathie et la psychopathie. Puis là, je ne suis pas en train de faire un diagnostic. Je vous énonce des principes directeurs généraux. Je ne parle pas de vous, là. Je parle de, en général, tendance. D'habitude, dans mes lives, je prends ce petit bonhomme-là pour dire attention, entre guillemets, psychopathie. Parce que c'est des sujets sensibles, délicats. Mais gardons que dans le volet psychopathique que je voudrais vous présenter, c'est celui de l'absence d'empathie. C'est le renversement opposé, selon moi, d'un désir de comprendre et d'aider les autres. Ben, l'humour peut couvrir tous ces domaines-là, tous ces champs-là. Puis j'espère vraiment qu'au cours de la vidéo, vous aurez pu réfléchir peut-être à votre utilisation de l'humour. Moi, quand j'ai utilisé l'humour dérisoire pour parler d'un contexte, je m'étais même assuré avec la personne que je faisais une parodie que si c'était correct pour elle, on en avait discuté avant, était d'accord, on avait bien ri ensemble. Puis donc, en produisant la vidéo, en elle-même, si ça avait été privé, ça aurait pu être très drôle. Mais la même blague qui était drôle dans la culture, moi et cette personne-là, mis sur la place publique, sur les milliers de personnes qui voient mon contenu sur le web, ben, ça se peut que dans une distribution normale, ça vient de moyenne, la distribution en forme de cloche, ben, il y a des gens qui vont vraiment triper là, sur ce que je viens de montrer, puis il y a des gens qui vont être extrêmement blessés. C'est le risque de la prise de parole sur le web. Ça multiplie, on va dire, le pourcentage de probabilité d'apparition de tendances générales extrêmes. Puis, moi, ça m'a bien fait réfléchir sur mon utilisation de l'humour sur les vidéos. Je vais continuer de faire preuve d'humour, de légèreté, mais plus jamais je vais utiliser des contextes qui se prêtent à la moquerie de certaines sortes de souffrances. Il n'y aura plus d'interprétation possible vexatoire. Puis là, je dis ça, puis en même temps, le risque zéro n'existe pas, parce que parfois, je dis des choses sérieuses, puis il y a des personnes qui sont vexées quand même. Donc ça veut dire que on n'est pas 100% responsable des réactions émotionnelles des gens lorsqu'on communique. D'où la liberté d'expression. Par contre, si je fais ce genre de propos-là de manière récurrente, répétitif, ciblé, qu'on me demandait une réparation, qu'on me dit que la personne était vexée, donc là, puis je continue quand même, bien là, ça devient peut-être un glissement vers les concepts de harcèlement. Harcèlement moral, mépris, humiliation publique, puis je voudrais vraiment pas que les gens aillent là-dessus. J'avais pensé au début nommer la vidéo d'aujourd'hui. C'est juste une joke, vraiment, mais je pense que de manière générale, psychologie de l'humour sera davantage descriptif. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans thérapie de gens qui vont utiliser l'humour? Oui, ça peut être aussi une diversion. Je vois des gens qui vont m'aborder des thèmes en thérapie et plus que ça devient difficile pour eux de toucher un sujet, ils vont comme le transformer délicatement, le mettre un peu scénarisé, puis le mettre plus gros. Puis notamment la version que moi je voulais utiliser dans la capsule que j'ai retirée, c'était pour illustrer le trouble de personnalité histrionique. Donc c'est une sorte de souffrance, une personne qui souffre d'un trouble de personnalité histrionique qui va avoir tendance à être très flamboyante, très spectaculaire, à en mettre beaucoup, là, puis à être très exubérant, puis prendre beaucoup de place, puis exagérer le trait, puis bon, avec des macro-caractéristiques. Donc, imaginez que c'est déjà quelque chose qui est flamboyant à montrer, à expliquer. Mais là, je l'ai comme démontré à travers un personnage dans ma vidéo que j'avais faite, qui caricaturait mon ami. Donc, c'est sûr que ça a rejoint certaines personnes qui ne connaissaient pas l'ami, qui ne connaissaient pas le contexte de la blague, qui ne connaissaient pas le trouble de personnalité histrionique. Puis je peux comprendre que les personnes se sont dit « C'est quoi ça? » Donc, je vous invite à la prudence. Puis comme vous avez vu, si il y a des gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité histrionique
qui peuvent même utiliser l'humour en spectacle pour masquer leur souffrance. Puis c'est même l'expression directe de leur souffrance. Plus grande est la souffrance de l'individu, plus grand pourra être le spectacle projeté à l'extérieur. Mais moi, en tant que psychologue, je vais voir en dessous de la stratégie qui est montrée ou mobilisée, puis je regarde comment je me sens pendant le discours. Puis souvent, moi, je le sens très bien que c'est de la souffrance là, que la personne est en train de mettre en action. En psychanalyse, on appellerait ça un acting out, une mise en action. La personne agit sa tension plutôt que la mentaliser. Ben, il y a toutes sortes d'autres transformations possibles. Donc, il a été question de créer une diversion, spectacle de souffrance qui cache la souffrance. Il a été question de renversement, humour, de l'angoisse de la personne. Peut-être qu'il y a des liens culturels à faire, je dis bien peut-être, entre le fait que de notre société québécoise, on a comme délaissé les valeurs religieuses traditionnelles à un certain moment donné et qu'on a vu apparaître peu de temps après les grands humoristes avec les écoles de l'humour. Donc avec l'école de l'humour, c'est quand même une innovation assez spectaculaire où on va apprendre à être drôle. Il y a l'humour vulgaire aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. L'humour vulgaire, moi je trouve que c'est associé avec le rire de quelque chose. C'est une objectivation. Je trouve que c'est un humour qui devient un peu mainstream, où c'est plus utilisé dans les médias, je trouve, on dirait. Des jokes de pets, des jokes scatophiliques, des jokes de vomi, des jokes d'or. C'est comme si c'est des jokes de rotte. Ça fait très humour, pipi, caca, mais ça, c'est de l'objectivation. Mais non, c'est juste des jokes. Mais en réalité, c'est dégueulasse. Ou si c'est quelque chose qu'on ne va pas normalement se mettre le nez dedans ou se rapprocher de cette affaire-là. Normalement, ça provoque une réaction aversive. Puis la personne, elle s'amuse de provoquer chez les autres une réaction aversive. Moi, je trouve on est tout proche d'une utilisation un peu pervertie de l'humour qui témoigne d'une souffrance intérieure renversée sous la forme de spectacle. Puis, c'en est une des formes qui peut, de manière générale, pas systématiquement, être associée à une sorte de souffrance histrionique. Vous avez vu comment j'ai mis des 14 couches de gants blancs? C'est parce que je parle pas de vous, là. Je parle en général. Décrire les expériences humaines et cliniques, ça demande beaucoup de respect. C'est ce que j'essaye de faire dans ma pratique au maximum. Puis là, aujourd'hui, je vous ai offert une espèce d'aperçu. Alors, on revient maintenant vers la fin de la vidéo en commentaire. C'est quoi ta sorte d'humour préférée? Et y a-t-il une sorte d'humour que tu n'aimes pas pantoute? Je suis bien curieux de savoir ça. Si tu as appris d'autres choses dans la vidéo qui t'ont marqué plus que ça, je serais également très curieux d'en entendre parler. Et sur ces sages paroles, en tout cas, on l'espère. C'était le Dr Paul Simard, psychologue, et on se revoit demain pour la suite du défi Psychoctober.